Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. L'école Turenne-Thénard fermée jusqu'à nouvel ordre. Les autorités peinent à trouver l'origine des incidents qui ont causé l'hospitalisation de plusieurs enfants. La municipalité, embarrassée par ce dossier, a finalement accepté de recevoir les parents d'élèves. La commercialisation de l'uvestérol est interdite en France. Après la mort d'un nourrisson de 10 mois, les autorités ont décidé par principe de précaution de le retirer des rayons des pharmacies. À quoi sert-il et par quoi peut-on le remplacer? Les explications d'ATV Guadeloupe dans un instant. Et les personnes en situation de handicap seront mieux accompagnées au travail. Le décret relatif à l'emploi accompagné a enfin été publié au journal officiel. Isabelle Amour nous présentera ce dispositif nouveau. Prendre des résolutions, c'est bien. S'y tenir, c'est mieux. Découvert dans ce journal des applications disponibles sur vos smartphones qui s'engagent à vous aider à tenir vos promesses pour l'année 2017. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La commercialisation de l'uvestérol a été suspendue aujourd'hui. Cette décision de l'Agence de sécurité du médicament fait suite au décès d'un nourrisson de 10 jours, mort à son domicile par arrêt cardio-respiratoire après avoir reçu une dose de ce médicament. Chez nous, l'uvestérol D, également prescrit à de nombreux enfants, a-t-il été vraiment retiré des rayons? Quelles sont les alternatives? Reportage Karen Diama, Linda Kayarsi. Mis en cause dans la mort de nourrisson, l'uvestérol D est utilisé pour pallier les carences en vitamine D chez le nourrisson, la femme enceinte ou les personnes âgées. L'uvestérol est administré avec une dosette et donc c'est peut-être ça qui pose problème, mais en fait c'est la seule vitamine D qu'on administre avec une dosette. Les autres sont administrés sous forme de gouttes. Alors l'administration avec une dosette peut entraîner des fausses routes. Donc au lieu de passer au niveau du tube digestif, donc au niveau de l'œsophage, le produit peut passer par la trachée et atteindre les voies respiratoires. Donc on appelle ça une fausse route. Ou alors l'administration de la dosette, enfin d'un médicament sous forme par l'intermédiaire d'une dosette chez un nourrisson ou un nouveau-né peut entraîner, donc c'est un geste agressif et ça peut entraîner un malaise vagal. Un malaise vagal c'est quoi? C'est l'apparition d'une bradycardie, donc une diminution du rythme cardiaque chez donc le nouveau-né. Il peut y avoir une chute de tension. Et il peut y avoir sueur, pâleur, donc malaise vagal. Après décision ministérielle, l'arrêt de commercialisation du médicament a été ordonné pour toutes les pharmacies. Pour l'instant, il y a une enquête en cours et on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais on nous a quand même demandé de retirer toutes les formes, les uvestérol D. Je n'ai pas attendu de recevoir donc, cette note. Dès que j'ai appris la nouvelle, on a enlevé vraiment toutes les formes de vitamine D, donc l'uvestérol. On les a mises de côté en attendant justement d'avoir la notification du ministère de la Santé. Bien heureusement, plusieurs autres solutions permettent aujourd'hui de remplacer les bienfaits du médicament. L'uvestérol peut être remplacé donc, soit par le Zimaduo, qui est donc de la vitamine D plus du fluorure de sodium. Donc on pallie la carence en vitamine D mais aussi en fluor. Soit par le stérogile, qui est de la vitamine D stricte, donc administrée en gouttes, sous forme de gouttes. Donc ces formes, c'est vraiment des gouttes, 2 à 4 gouttes par jour. D'accord ? Ou le dédrogile qui est de la vitamine D aussi. Donc il y a quand même des médicaments en remplacement de l'uvestérol D, donc pas d'inquiétude. On ne pourra pas avoir de carence chez le nouveau-né ou chez les gens qui en ont besoin. Une fois l'uvestérol D retiré des rayons, il sera renvoyé au grossiste qui lui-même le renverra au laboratoire. Et tous ces derniers temps, certains médicaments tels le Mediator, la Dépakine et maintenant l'uvestérol ont provoqué des scandales. Faut-il alors se méfier des traitements médicamenteux? C'est la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée ce matin. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire confiance aux traitements médicaux? Pas tellement, non. Pourquoi? À 80, je vais dire à 60%, parce que des fois, ils mettent des produits qu'on n'est pas censé de savoir exactement qu'est-ce qu'on achète ou qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Bon, voilà, c'est mon point de vue. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Tu vois, parce que parfois on prend quelque chose et ça découvre d'autres symptômes. Par exemple,
on te donne quelque chose pour l'attention. Pour l'attention, ça baisse la tension. Et ça fait d'autres effets sur le corps. Est-ce que vous pensez, monsieur, qu'on doit faire confiance aux traitements médicaux? Oui, on doit faire confiance. Pourquoi? Nous, on ne sait pas. Mais s'il y a un traitement à faire, on doit le faire. On le fait. Il faut qu'on le fasse. Si moi je dis que c'est la... Quelqu'un me propose un traitement, si c'est la solution, c'est bien ça, bien sûr. 50%, ça dépend. Pourquoi? Il y a les remèdes de grand-mère aussi qui marchent assez bien. Et parce qu'il y a moins de produits moins toxiques, ouais, chimiques et tout dans les médicaments. Moi-même, je suis malade. Les médicaments que le docteur me donne, hein, c'est incroyable. C'est pas possible même. Je prends tous les médicaments, je suis malade quand même. Donc à votre avis, il ne faudrait pas faire confiance? Je ne peux pas faire confiance. Je ne peux pas même. Et je préfère qu'on prenne des médicaments locaux. De toute façon, il faut que les gens se soignent. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on se soigne, donc on est obligé de faire des traitements, de prendre des médicaments. Et parlons maintenant de cette histoire troublante. En Martinique, un homme de 52 ans est mort une semaine après avoir été admis à la clinique Sainte-Marie pour traiter ses calculs rénaux. Aujourd'hui, sa famille se pose beaucoup de questions. Y a-t-il eu des négligences de la part du personnel médical? Sa compagne et ses sœurs se sont confiées face à la caméra de Frédéric Mazy. C'était des photos de lui en Père Noël, donc il aimait bien ce rôle, surtout auprès des enfants. Cette année, la famille Vaïti a été privée de son Père Noël. Claude, qui endossait ce rôle à chaque 24 décembre, n'est plus là. Face au décès brutal de leurs proches, sa compagne et sa sœur restent anéanties et sans réponse. On emmène quelqu'un pour une opération vraiment bénigne et voilà. Et on le retrouve dans un état critique, vraiment, voilà. Je ne veux pas croire, je ne sais pas. Si je suis dans un rêve, je ne suis pas dans un cauchemar, mais je ne me suis pas encore réveillée. Admis pour une banale opération de calcul rénaux, l'état de santé du quinquagénaire se dégrade dès le lendemain de l'intervention. Fièvre, chute de tension, difficulté pour respirer. Le patient est transporté de la clinique Sainte-Marie au CHU, très mal en point, mais conscient. Les médecins du service de réanimation décident de lui faire passer un scanner. Ils ont découvert justement que le côlon avait été coupé accidentellement, mais que les complications, l'infection venaient de là. Claude Vaïti serait victime d'un choc septique qui affecte son foie, sa rate et ses poumons. Il est trop tard pour sauver le Bélifontain. Ils ont fait leur possible pour le garder en vie. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ça n'a pas tenu, ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas marché du tout. Parce qu'il était déjà trop faible, il était déjà trop mal au point. La famille du défunt a décidé de porter plainte contre la clinique Sainte-Marie, où le patient avait été pris en charge. On estime qu'il y a eu une négligence. Et c'est d'ailleurs là qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'il soit rentré pour une opération et par négligence, il est décédé. Il ne reviendra pas. Bon, il faut se faire une raison, il faut pouvoir l'accepter. Mais avoir des éléments justement pour accepter son absence et commencer un deuil. Une enquête a été ouverte. Les résultats de l'autopsie restent pour l'instant confidentiels. Contactée par nos soins, la clinique Sainte-Marie n'a pas souhaité nous recevoir afin de respecter le secret médical et celui de l'instruction. Mais selon son directeur, la prise en charge du patient aurait été sans faille. Et l'autre titre de l'actualité, c'est la nouvelle fermeture de l'école de Grand-Bois à Gosier. Les services sanitaires n'ont toujours pas réussi à trouver l'origine des incidents qui avaient causé l'hospitalisation. Souvenez-vous de plusieurs enfants pour gêne respiratoire ou éruption cutanée. Résultat, l'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre et les enfants seront dispatchés dans les autres écoles de la ville. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Excédés, les parents d'élèves de Grand-Bois se sont réunis dès 9h ce matin suite au report de la réunion d'information sur le déménagement de l'école élémentaire Turenne-Thénard. Une nouvelle obtenue la veille par voie de communiqué et qui indique que la rentrée
ne sera pas effective. La mairie a, depuis le 20 décembre, ils savent que l'école de Grand-Bois n'aurait pas réouvert. Donc ils auraient dû déjà faire le nécessaire pour accueillir nos enfants, ne serait-ce qu'à partir de lundi. Donc là, on est vraiment en colère. Et surtout, il y a un manque d'informations. La mairie ne nous appelle pas. On a les infos par communiqué interposé, alors que les parents ont élu un groupe de parents pour les représenter. C'est à pied que parents et enfants se sont rendus devant la mairie pour crier leur mécontentement. Ils ont obtenu une partie des réponses, mais du côté rectoral, les professeurs en vacances ont appris leur réaffectation. Il fallait quand même mettre en place une organisation et répartir les différentes classes sur l'ensemble des établissements du territoire. Ce qu'on a réussi à faire. Donc au niveau des classes, c'est OK. Au niveau des agents, c'est bon. Donc il nous faut quand même mettre en place maintenant le transport, parce que quand même il faut que les enfants arrivent à l'école à l'heure. Donc organiser leur transport et la restauration. Donc ce que nous sommes en train de finaliser. Des réponses qui ont satisfait les parents d'élèves, mais qui les laissent perplexes concernant la date de la prochaine rencontre. On est satisfait parce qu'on a été reçus, on a été entendus, mais c'est vrai qu'on a au moins eu une explication du pourquoi du report de la réunion de ce matin. Donc ils veulent reporter cette réunion à lundi 11h, en sachant que la majorité des parents travaillent lundi matin. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est que la réunion soit avancée à samedi pour que le maximum de parents puissent participer à cette réunion et poser toutes les questions à poser avant le déménagement des enfants. Rien n'est encore décidé, il faut pouvoir réunir le rectorat et les services de la ville d'ici samedi. Le calvaire des 235 élèves n'est pas prêt de trouver une conclusion. Aucune date de rentrée n'a encore été fixée. Et l'actualité de ce mercredi était aussi marquée par la mobilisation du comité de défense mobile à Saint-François. Ils avaient érigé un barrage pour protéger un agriculteur menacé d'expropriation. On écoute les explications d'Alain Lascari, membre du comité. Il s'exprime face à la caméra de Moïse Dexter. On voulait l'expulser parce que il y avait donc une méthode à la sicilienne pour permettre de récupérer par le biais d'un propriétaire qui n'est pas le propriétaire 29 hectares de terre sur lesquels il y a près de 12 voire 15 agriculteurs. Et aujourd'hui, Generali n'est pas propriétaire des 29 hectares. On s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de malversation entre, je prends mes mots, entre la commune de Saint-François et Generali pour permettre à ce monsieur de quitter le lieu et de permettre à Generali de gagner ce qu'on appelle je dirais, c'est ça, hein? Avec une ordonnance. Une ordonnance en référé de gagner 29 hectares de terre, alors qu'il n'est même pas sur 500 mètres carrés. D'ailleurs, on remercie le sous-préfet qui, aujourd'hui, nous a bien fait comprendre qu'effectivement, il y a la loi et l'esprit de la loi. Alors aujourd'hui, nous sommes satisfaits globalement parce que ce que nous voulions, c'est de nous permettre de gagner du temps, de respecter le droit et à formuler le recours. Ça a été fait et nous sommes satisfaits. Et cette année pourrait bien être mouvementée au niveau social. La CGTG l'a prédit. Lundi dernier, le syndicat a réuni la presse à Capesterre-Belle-Eau pour faire le point sur les conflits en cours. Jean-Marie Nomertin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la CGTG. Alors, vous suivez de près à peu près 5 mouvements, il y en a, et pas des moindres, hein. Celui des dockers à l'encontre de la direction d'Arema, entre autres. Est-ce que vous arriverez à être sur tous les fronts cette année, sachant que vous avez été quelque peu affaibli financièrement avec l'affaire des Pointes, une amende à payer de près de 62 000 €? Non, les dépointes saisies contre nous, donc nous pas payé ailleurs, c'est eux saisi contre nous, donc par conséquent, effectivement, nous trouvons solidarité à la population là, solidarité aussi à quelques intellectuels qui signent une pétition pour dénoncer acte arbitraire là qui fait là, et surtout des délits de justice là qu'ils prennent là. Mais par-delà ça, nous démontrons que nous avons existé, et c'est pour ça que nous, dans l'action mobilisée, parce qu'il y a une échéance importante pour tous les syndicats et la CGTG en campagne sur les élections du TPE. Mais nous qui parlons de ça, mais avant, qui impacte à Mandela ça, 62 000 €? Et ça a fait mal. Nous avons vu uniquement des cotisations des syndiqués en nous, nous pas des subventions à pour nous, nous pas prendre l'argent pour le patron parce que nous avons rester indépendants. Est-ce que vous tiennent tout engagement à Zot avec toutes ces mobilisations-là? Pour le moment, nous ajoutons des cotisations sociales et fiscales, nous pas doués pour nous. Donc, et dès que nous c'est au niveau des structures de la CGTG. Donc, nous avons aidé nous, qui avons porté contribution à ça qui est tout à fait normal. Là, nous y sommes là. Nous avons dit que malgré tout ça fait pour empêcher nous gommer, mais nous présents, et nous plus qui présents, et nous important présence en nous dans l'action. Là, on voit que depuis novembre 2015,
les camarades à IDEX mobilisés. Il y a eu 3 décisions de justice pour ne pas appliquer en faveur de eux. Parce que l'IDEX a estimé, il se met à pays là, il pas respecté. Quand voulez nous faire? Avec la Fédération de l'énergie, nous répondons des dispositions nécessaires. Le cas voit que les camarades d'Arema, ou depuis 2012 immobilisés, 2013 immobilisés, ils ont bloqué le port avec la CGTG, nous frappé donc on accord qu'à expliquer qu'il faut intégrer, ils ont touché 37 000 € pour chaque dossier, les 4 concernés. Ils n'ont pas intégré, du moins ils travaillent quasiment de manière précaire. Et là, la Cour de cassation, parce qu'ils poursuivent le combat à 4, 2 d'un côté pour IDEX, 4 de l'autre, ça démoralisant peut-être vu le nombre, mais ça a renforcé et résultat, eh bien, il n'y a pas battre derrière. Et là, la Cour de cassation a dit que faut bailler en CDI, et donc par conséquent, nous avons dit nous gagner, mais il faut appliquer les décisions de justice. Jean-Marie Nomertin, prochain combat Azote, vous dit ça, c'est élection professionnelle dans les très petites entreprises. Seuls 4% des salariés qui ont voté, qui ont l'intention d'encourager. Première fois là, effectivement, il y a 4% qui votaient parce qu'ils aussi, les travaillaient très loin de tout ça parce que voter par correspondance, pas évident pour eux, voter encore par Internet, c'est plus compliqué encore. Et on voit que pas ni ailleurs qu'inciter au nouveau gouvernement là, de prendre les mesures qu'il faut. Ni 4 ans, ni des travailleurs électeurs qui trappent bulletin de vote alors que l'élection est déjà clôturée. 3 semaines après, ils recevoir un matériel de vote pour voter. Donc, rien pas organisé, pas structuré pour ça, alors que c'est capital. C'est ça qui permet aux syndicats d'être représentatifs. Il y a une date limite, c'est le 20 janvier. C'est le 20 janvier. Non, nous avons incité, nous sur le terrain, nous avons campagne, nous avons appelé, j'avais profité des antennes azote pour nous faire encore, nous avons appelé les travailleurs d'entreprises de moins de 11 salariés qui recevront bulletin de pas GTI, mais de voter pour CGTG qui, depuis 55 ans, a fait railler contre l'exploitation capitaliste en pays là. Il y a un dossier 4 aînés depuis en bout de l'année, c'est un dossier à ouvrier agricole à Bois-d'Oubout à Capestebello. Là, nous y aujourd'hui là. Est-ce qu'il y a une gain de cause? Les camarades ont gagné sur toute la ligne sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, sur le plan de la justice. Mais il s'agit d'appliquer toutes les recommandations et donc experts au CHSCT qui dit que les conditions de travail dégueulasses, désastreuses et surtout terribles pour les camarades qui remettent en cause vie à eux. Ça, la direction de SA Bois-d'Oubout n'a pas qu'à bouger tellement. C'est les camarades qui ont qui ont mené des actions, qui ont fait par exemple. Ils ont passé de 132 régimes à 120 régimes. C'est eux qui déterminent ça, pas la direction qui fait. Donc, et là, ni des négociations qui entamées dans tous les prochains jours, nous que voyons, mais ni aussi sur le plan social, sur la question des rappels de salaire, sur la question du 13e mois, sur la question de l'accord Bino. Eh bien, le 27 janvier, le tribunal de prud'homme a statué en formation de départage sur ces questions-là. Donc, nous avons dit, nous, dans l'action, dans la mobilisation, en fait, vous faites des antennes azote pour dire des mots, parce que nous avons tiens qu'à dire des mots, 4 paroles. Nous recevons au mois de décembre, devait relever à vendredi passé, en bureau nous, un mandat qui vient de la part de Victorin Lurel, qui a loué nous, donc, à ses réserves parlementaires, les 8 000 €. Nous ferraillons veille durant le mois de juillet, août et septembre. Il dit, nous pas remercier, alors qu'il y a 8 000 €. Nous avons dit, l'argent arrivé qu'on y est là, et nous voulons l'être bail pour remercier, mais nous avons dit, il y a toute association, l'argent, là, ça, ou bien les collectivités. Donc, c'est la réserve parlementaire, c'est l'argent que l'État a pensé pour nous, pour les parlementaires, à eux de distribuer, donc pour les collectivités ou pour les associations. Et donc, par conséquent, nous avons brisé, M. Victor Lurel, qui rentre en zoo à Monsieur Despointes, aussi, ces questions-là, ça, parce qu'il s'agit de ces choses-là, c'est combien d'intellectuels sont capables de ferrailler contre ces béquilles-là, qui remettent en cause l'histoire en nous, qui sait, là nous avons dit, nous avons considéré, nous avons donc colonie, et que ces gens-là, ça contribué, et ils ont gagné toute richesse, aussi base là, ça. Donc, au moins, que M. Lurel qui bonne nous apprend, mais nous avons dit aussi qu'il faut aussi, par rapport à la vérité historique, qu'ils ont empêché des gens de réécrire l'histoire de façon à l'intérieur. Jean-Marie Nomertin, merci pour votre présence à Oswella. Donc, à continuer le journal là, la Guadeloupe grandit. 355 personnes de plus qu'en 2008 au 1er janvier 2013. L'Institut national de la statistique et des études économiques vient de publier le dernier recensement de la population. Linda Kaersi nous explique les dernières données. On regarde son reportage. 402 119 habitants résident en Guadeloupe en 2013. La population guadeloupéenne compte 335 personnes de plus qu'en 2008. Cette stabilité de la population s'explique par un solde naturel, neutralisé par un solde migratoire négatif. Entre 2008 et 2013, les évolutions sont contrastées sur le territoire. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre compte 58 424 habitants. Entre 2008 et 2013, la population y a augmenté de 3,1%. La commune du Moule a gagné 1109 habitants. Les communes de Anse-Bertrand et de Port-Louis, plus petites, ont connu également des évolutions favorables.
La commune de Petit-Bourg dynamise fortement la progression des résidents dans la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Depuis 1999, elle a gagné plus de 10 000 habitants. Une progression de résidents qui permet à ces communes de bénéficier d'une part plus importante de la dotation globale de fonctionnement que l'État accorde en fonction du nombre d'habitants. Les autres intercommunalités, quant à elles, perdent des habitants. La communauté d'agglomération de Cap-Excellence est touchée par la diminution constante du nombre de résidents de Pointe-à-Pitre, mais également aux Abîmes. Seule la commune de Bémao gagne des résidents. Sur les 5 dernières années, la population y progresse annuellement de 0,3%. La communauté d'agglomération du Sud-Bastère est également impactée par une baisse de sa population. 8 des 11 communes qui la composent perdent des résidents. La capitale administrative Bastère diminue de 1023 habitants sur la période de 2008-2013. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Gros plan sur le nouveau dispositif d'accompagnement mis en place pour les personnes en situation de handicap. Et puis, ATV Guadeloupe a sélectionné pour vous les applications les plus efficaces pour vous aider à tenir vos promesses, vos résolutions pour l'année 2017. Un an après sa prise de fonction, Youssouphi Touré, le recteur de l'Académie de Guyane, a démissionné de sa fonction. Une décision qui tombe au moment même où son ancien lieu d'affectation, l'Université d'Orléans, l'accuse d'avoir laissé un déficit de 12 à 15 millions d'euros. Le reportage est signé Carwin Alcide et Johan Manus. Tous s'attendaient à voir un homme abattu. Ces derniers jours, les révélations sur sa mauvaise gestion de l'Université d'Orléans avaient fait beaucoup de bruit. Mais c'est un homme décontracté et souriant qui s'est présenté ce matin devant la presse. Il a toutefois refusé d'évoquer les accusations formulées contre lui. Avec le temps, on comprendra. On comprendra qu'elles sont infondées. Je suis plus dans l'esprit Gandhi que dans l'esprit Schwarzenegger. Et donc, je pense que la vérité est telle que ça viendra bien. Je suis, comme dirait l'autre, droit dans mes bottes par rapport à ce que j'ai fait pendant 30 ans, 32 ans. Vous pensez bien? Non, ça, j'ai pas de souci là-dessus. La vérité viendra. Ces accusations, qualifiées d'infondées par le recteur, font état d'un déficit de près de 15 millions d'euros à l'Université d'Orléans. Il y a quelques semaines, sur les ondes de Radio France Bleu Orléans, Harry Briand, son successeur, a dépeint une situation financière catastrophique. Effectivement, la trésorerie a été extrêmement dégradée puisque, à l'issue de l'exercice précédent, on est déjà en situation de consommer, d'utiliser des avances de trésorerie, c'est-à-dire de l'argent qui a été versé à l'Université d'Orléans pour réaliser des projets à venir. Dire que si l'université était une entreprise privée, elle serait au bord du dépôt de bilan pour faire une image. Alors, si on prend une image, je dirais bien qu'on serait en situation de redressement. Vous, votre appréciation, c'est que votre prédécesseur, Youssouphi Touré, pour ne pas le nommer, a fait preuve de légèreté dans sa gestion? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le désormais ancien recteur de Guyane persiste et signe. Son départ est le fruit d'une volonté toute personnelle. Il dit avoir écrit au ministre de l'Éducation nationale bien avant que cette affaire n'éclate. Pour lui, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il réussisse sa mission en faveur des enfants guyanais. C'est un départ à ma demande parce que l'observation que j'ai faite de l'environnement local par rapport au fait de pouvoir le réussir, la rentrée 2017 qui se prépare entre maintenant et mars, cette observation faisait que quelque part, soit on change tout, là maintenant, tout. C'est-à-dire qu'y compris, on a un nouveau service de ci, un nouveau service de là, on ne peut pas faire tout ça. Donc le plus simple, c'est de changer de recteur. Il faut que ma personne puisse être effacée. Je ne trouve pas une autre solution d'effacer ma personne que de demander à la ministre, en lui disant bien que ça me meurtrit de lui demander ça, de faire en sorte qu'on renouvelle le recteur. Après seulement 9 mois en poste au rectorat, Youssouphi Touré rejoint le ministère de l'Éducation nationale, mais refuse d'évoquer ses futures missions. Lundi, il devra en tout cas s'entretenir avec son successeur à Paris. Nul doute, les deux hommes évoqueront les difficultés d'un premier poste de recteur. Et bonne nouvelle pour les travailleurs en situation de handicap. Depuis le 1er janvier, ils pourront bénéficier d'un nouveau dispositif d'accompagnement et de soutien au travail, l'emploi accompagné. Celui-ci se mettra progressivement en place en Guadeloupe. Voici les détails de ce nouveau dispositif avec Isabelle Hameau. Depuis le 1er janvier, les travailleurs handicapés, davantage touchés par le chômage, peuvent bénéficier d'un nouveau dispositif d'accompagnement et de soutien nommé l'emploi accompagné.
l'une des mesures de la loi travail. Celle-ci vise à faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en milieu de travail ordinaire. Et pour ce faire, un référent emploi accompagné sera chargé de suivre aussi bien le salarié que son entreprise aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à officialisation de l'embauche. Ce dispositif est officiel par décret paru la semaine dernière au Journal officiel. Une innovation en France, alors qu'il existe depuis longtemps dans de nombreux pays européens. En Guadeloupe, en revanche, il n'est pas encore mis en place, faute de formation du personnel référent. Des séances de formation sont prévues dès la mi-mars dans certaines associations telles que l'AGI pour rendre effectif le dispositif. Et justement, comme chaque année, vous êtes déterminés à changer vos mauvaises habitudes. Certains y arrivent, d'autres pas du tout. Pour vous aider, il existe des applications sous votre smartphone. Melinda Kayarsi les a passées en revue. On regarde sa sélection. L'une des résolutions, la plus difficile à tenir, mais aussi la plus connue, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Bon nombre d'applications mobiles sont disponibles gratuitement. Pour tester sa dépendance, envisager les bénéfices de l'arrêt, voire même des conseils, à vous de trouver l'application qui vous convient pour vous aider pas à pas à vous éloigner de la nicotine. Autre résolution extrêmement fréquente en cette fin d'année, la perte de poids. Là aussi, des applications sont à votre disposition pour tenir la ligne et brûler les calories, aux appellations parfois évocateurs. Bref, des applis idéales pour adopter des attitudes saines progressivement. Pour les plus motivés, training sur mobile. Certaines applications transforment votre salon en véritable salle de sport. Exercice, coaching, bref, cela vous permettra d'évaluer vos efforts et de suivre vos progrès au jour le jour. Autre bonne résolution pour 2017, être plus organisé. Là aussi, large choix d'applications, calendrier, liste de tâches, pour ne rien oublier et tout planifier sans fausse note. Enfin, comme dirait le dicton, le temps c'est de l'argent. Pour les moins chanceux au loto et décidés à faire des économies, des applications tirelire avec tableur et graphique à l'appui pour vous permettre d'anticiper les dépenses et par conséquent, mieux gérer votre argent. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'arrêt SMA à la Jaille de Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter à la rédaction, le numéro de la rédaction 0 590 71 2 fois, ou nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Question directe présentée par Eddy Planté. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.